Le 7 août 1954, Colette est la première femme écrivaine à avoir des obsèques nationales, un peu plus de 50 ans après Victor Hugo. L'Église lui refusera par contre toute cérémonie pour conduite inconvenante. Celle qui était née 81 ans plus tôt à Saint-Sauveur-en-Puisé, en Bourgogne, région d'ailleurs dont elle gardera et entretiendra l'accent sa vie durant, laisse une œuvre riche, originale et protéiforme. Mais elle laisse aussi l'image d'une femme libre, qui ne s'est pas contentée de la place qui lui avait été assignée à la naissance. Au long de sa vie, elle ne cessera jamais d'écrire, mais elle sera aussi danseuse de music-hall, journaliste et créatrice d'une marque de cosmétiques, etc. Mariée 3 fois, elle est aussi, et bien avant l'heure, une femme à la bisexualité assumée. Née en 1873, Sidonie Gabrielle est la fille de Sidonie Landois, alias Sido, qui a épousé en secondes noces le capitaine Jules Joseph Colette. Sido, mère aimante, mais un peu dévorante, qui appelait sa fille mon chef-d'œuvre, et dont le grand mot regarde a façonné Colette, était un esprit libre, cultivé, et qui a transmis à sa fille le goût de la liberté. Athée, elle n'en allait pas moins à la messe tous les dimanches, mais cachait Corneille dans son missel et imposait la présence de son chien pendant l'office. Veuve d'un premier mariage malheureux avec un homme violent, dont étaient nés 2 enfants, elle épousa le capitaine par amour, ce qui fera beaucoup jaser le village. Le capitaine, lui, le père donc, qui avait perdu une jambe à la guerre, était un homme discret et doux, follement amoureux de Sido. Colette raconte qu'à sa mort, elle a retrouvé de nombreux cahiers écrits par son père. Des centaines et des centaines de pages blanches. Le mirage d'une carrière d'écrivain. Colette réalisera le rêve de son père et ressuscitera dans ses textes ce paradis perdu de l'enfance. Le capitaine va ruiner la famille, mais sans le vouloir. Et en 1891, il faut quitter la maison de l'enfance, quitter Saint-Sauveur. Colette a 18 ans et elle n'a plus de dot. Elle n'est donc plus mariable et dira que sans Willy, elle serait restée vieille fille et aurait été institutrice. Le hasard, ou le destin, va lui apporter un mari et un mentor. Colette tombe amoureuse de Willy, Henri Gauthier-Villard, venu dans la région mettre sa fille en pension. Willy, un journaliste parisien très en vogue, a 15 ans de plus qu'elle et publie des romans libertins écrits par d'autres. Il l'épouse en 1893. Ils fréquentent tous les deux les salons parisiens et surtout il demande à Colette de raconter ses souvenirs d'enfance. Elle rédige les premières ébauches de Claudine à l'école en 1900. Un an, 18 mois après notre mariage, monsieur Willy me dit « Vous devriez jeter sur le papier des souvenirs de l'école primaire. N'ayez pas peur des détails piquants, je pourrais peut-être en tirer quelque chose. Les fonds sont bas. » Voilà ce qu'elle relate dans Mes apprentissages en 1936. Et Colette dira « Je suis devenu écrivain sans m'en apercevoir et sans que personne s'en doutât. » Willy finit par publier les cahiers de Colette et ce sera la série des Claudines, publiée de 1900 à 1903. Claudine à l'école en 1900, qui sont les aventures d'une jeune écolière rebelle et hors norme, choquante et provocante. Puis 1901, c'est Claudine à Paris, suit Claudine emménage en 1902 et Claudine s'en va en 1903. Les Claudines sont un immense succès et rapportent énormément d'argent au couple. Mais ils sont publiés au nom de Willy, qui crée toute une série de produits dérivés, cartes postales, cigarettes, etc. Claudine est aussi jouée au théâtre par une star de l'époque, qui est également la maîtresse de Willy, Polaire. C'est à cette époque que Colette se coupe les cheveux, c'est la mode, et sa mère le vivra très mal, elle y verra une trahison. Colette aime Willy, il la trompe à tout va. Elle fait une grave dépression, mais c'est finalement son goût de la vie qui gagne, et Willy reste son amant, mais elle va désormais l'utiliser à son avantage. Willy la trompe, elle devient l'amante de ses maîtresses. Elle fréquente les cercles et les salons les plus en vue du tout Paris, c'est la belle époque. Colette rencontre Valéry, Jarry, Debussy, pour qui elle écrira plus tard un livret, mais aussi Marcel Proust, dont l'œuvre est en écho à la sienne. Elle voudrait divorcer, mais cela ne se fait pas, il faudra attendre 1911. En 1905, à Paris, il existe des grands cercles lesbiens, notamment celui de Nathalie Clifford Barney, où Colette aurait fait ses débuts d'actrice. Elle y rencontre René Vivien, mais aussi Mathilde de Morny, alias Missy, rien moins que fille du duc de Morny, nièce de Napoléon III, veuve du marquis de Bellebeuf. Elle s'habille en homme et se fait appeler Oncle Max. C'est grâce à elle que Colette débute au music-hall. Elle se montre peau nue sur scène et dévoile un sein, quelquefois deux. Mais le pire des scandales, c'est le 3 janvier 1907. Missy et Colette jouent ensemble la pantomime. Une momie, Colette, se réveille et embrasse à pleine bouche Missy, qui joue le rôle d'un vieux savant amoureux de la momie.
Scandale immédiat, spectacle interdit par le préfet de police. Le rang de Missy est incompatible avec ce spectacle scandaleux. C'est à cette période, en 1908, que Colette écrit et publie un recueil de nouvelles intitulé Les vrilles de la vigne. On y trouve déjà les thèmes récurrents de son œuvre, la force du pays natal, du pays de l'enfance, sa nostalgie, les amours douloureuses, les animaux, etc. Colette commence une carrière de journaliste qu'elle poursuivra pendant 40 ans. C'est aussi entre 1905 et 1912 que se succéderont une série de deuils. Son père d'abord en 1905, sa demi-sœur Juliette qui se suicide en 1908, sa mère Sido décède en 1912 et son frère Achille en 1913. Colette continue d'écrire, avec succès. Son roman La Vagabonde en 1910 est sélectionné pour le Goncourt. Femme divorcée, indépendante financièrement, libre sexuellement, elle montre aux autres femmes que la liberté est possible. Ce n'est pas une féministe au sens propre du terme, et pourtant, sa vie est un manifeste féministe. En 1911, alors que Colette est journaliste au Matin, elle fait la rencontre du baron Henri de Jouvenel, qui en est le rédacteur en chef, et c'est un coup de foudre. Il l'épousera en 1912 et naîtra de cette union la petite fille surnommée Belgazou, Colette de Jouvenel. Mais Colette avait, selon ses propres dires, détesté être enceinte et se voyait comme un gros rat qui a couvé un œuf volé. 1914, Henri de Jouvenel est mobilisé, Belgazou est confiée à une nourrice et Colette reste à Paris. Elle rejoint une ou deux fois son mari à Verdun sous un faux nom, bien que ce soit interdit, mais son activité principale est son travail de journaliste sur la vie des femmes pendant cette guerre. Et c'est l'une des rares à témoigner sur ce sujet. Et puis, quand la guerre est finie, Jouvenel et Colette s'éloignent. Jouvenel la trompe. Colette continue d'écrire. En 1919, elle devient directrice du journal Le Matin, directrice littéraire au journal Le Matin. Et en 1920, elle publie son roman Chérie. Et comme tout ce qu'on écrit finit par devenir vrai, elle prend son beau-fils comme amant, Bertrand de Jouvenel, le fils d'Henri. Il a 16 ans, elle en a 47, et leur relation passionnelle durera 5 ans. Il faut attendre 10 ans après la mort de sa mère pour que Colette en fasse la figure centrale de son œuvre. D'abord avec La Maison de Claudine parue en 1922, puis plus tard avec La Naissance du jour et Sido. Mais là, nous ne sommes qu'en 1923 et c'est la publication du Blé en herbe. Et puis, en 1925, elle rencontre celui qui deviendra son troisième et dernier mari, Maurice Goudequet. Elle a 52 ans, il en a 16 de moins qu'elle. En 1926, elle s'installe au Palais Royal et elle vivra là jusqu'à sa mort. Mais en 1929, la crise économique mondiale fait que les romans ne se vendent plus trop bien. Pourtant, en 1929 paraît la première version de Sido, Sido ou les points cardinaux, qui sera rééditée en 1930 sous le titre uniquement de Sido. Sido est un récit fortement autobiographique, même si le pacte n'est jamais acté. Le livre se compose de 3 chapitres. Le premier, sur la mer, sur Sido, toute puissante, sorte de déesse de la nature. Le deuxième chapitre sur le capitaine, le père mal connu, tendre et mystérieux. Tandis que le troisième chapitre est consacré aux sauvages, c'est-à-dire les 2 frères aînés de Colette. 1932, puisqu'on a dit que la crise économique faisait baisser un peu les ventes des livres, eh bien Colette ouvre un institut de beauté. Elle donne son nom à une marque de cosmétiques et l'écrivain célèbre maquille les clientes. Mais enfin, elle va quand même faire faillite. En 1935, année où elle épouse Goudequet, elle est élue membre de l'Académie royale des lettres de Belgique. 1936, elle est commandeur de la Légion d'honneur et publie Mes apprentissages. Et puis arrive la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Son mari, Maurice Goudequet, est juif et il est arrêté et ne sera libéré que grâce aux relations de Colette. La période de la guerre est pour Colette une période très féconde au niveau de l'écriture, puisque se succèdent les succès. 1942, Paris de ma fenêtre, 1944, Gigi. En 1945, elle est élue à l'unanimité à l'Académie Goncourt. 1946, paraît L'Étoile Vespère. 1949, Le Fanal Bleu. Elle devient présidente de l'Académie Goncourt. Et lorsque Colette s'éteint, le 3 août 1954, elle laisse une œuvre féconde et remarquable. C'est une écrivaine célèbre et célébrée qui reçoit l'hommage de la nation lors de ses funérailles nationales.